C'est un dispositif proposé ou imposé par la justice qui est à destination des enfants qui sont donc vulnérables et qu'il faut pouvoir protéger quand on pense qu'ils sont en danger. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé sur Beurre FM jusqu'à 10h, ravi de vous retrouver. Nous allons parler de la protection de l'enfance en question ce matin avec Véronique Roux qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Vous êtes là avec Maximilien Bachelard. Bonjour. Bonjour. Voilà, docteur en psychologie, psychothérapeute. Et alors j'ai vu que c'est en apprenant la cuisine que finalement vous avez mieux compris votre métier. Oui, alors pour la petite histoire, j'ai fait un doctorat de psychologie et puis j'ai eu un moment de ras-le-bol, donc j'ai posé une démission d'une institution où j'étais et puis j'ai passé un CAP cuisine dans une école pas loin de Levallois-Perret, le PMT, et pendant un an, j'ai enchaîné entre les consultations au cabinet et puis la cuisine. Et je pense que ça, par analogie, ça m'a permis de comprendre certains processus en thérapie. Et je pense qu'il y a de belles analogies à faire entre le cuisinier qui fait ses recettes avec ses collègues et puis le thérapeute en consultation. Voilà. C'est en comprenant comment on fait une recette. Oui, et puis et c'est pourquoi pas simplement une histoire d'ingrédients en fait. C'est une histoire de cuisson, pourquoi on cuit comme ça, quelle technique il faut faire et dans quel ordre. Et voilà. Je ne m'attendais pas à cette question. Mais voilà, en tout cas, vous vous formez actuellement aux thérapies systémiques et puis vous travaillez dans la protection de l'enfance par l'intermédiaire de l'ASE et comme superviseur pour divers établissements qui accueillent des enfants. Alors évidemment, c'est pas un sujet nouveau que la protection de l'enfance, mais un reportage de la chaîne M6 a relancé le débat dans un reportage qui était fait dans la série Zone Interdite. Donc ils sont allés d'ailleurs sur toute la France, dans plusieurs cachée, région parisienne et Bourgogne. Voilà, donc ça change quelque chose la caméra cachée. On va pas revenir sur la façon dont ils travaillent de toute façon et sur le montage d'ailleurs du documentaire. Moi c'est plutôt le montage qui peut me questionner parce que c'est toujours pareil quand vous avez une scène dramatique sans le début, sans la fin et sans l'explication, sans le contexte, c'est toujours si je vous filme en train de crier dans la rue, peut-être que vous êtes fait piquer votre voiture, peut-être que vous êtes fou, j'en ai aucune idée. Donc ça manque toujours un peu de contexte, mais on peut pas faire des reportages de 8 heures non plus, il faut aussi captiver les gens, quoi. Donc, sauf qu'ils l'ont fait peut-être en caméra cachée parce qu'ils avaient demandé des autorisations qui leur ont été refusées ou pas. Oui, alors on va peut-être pas rentrer trop dans les polémiques, mais en tout cas, ce qui a été dit par le Conseil général de Seine-Saint-Denis, de ce que j'ai lu, c'est qu'ils n'avaient pas reçu les demandes, il me semble. Et évidemment, 1 à 2 fois par an, on a des documentaires de ce style-là, et on a toujours... ils sont jamais d'accord, en fait. C'est comme le nombre de manifestants, on n'est jamais d'accord. Un coup c'est 5000, un coup c'est 10 000, et là c'est pareil. Zone Interdite dit avoir fait des demandes, et bon. Ça fait partie du jeu. En tout cas, ce que ça peut nous dire, c'est que c'est compliqué de venir filmer tout ça. Et je crois que si on était amené à recevoir une équipe de tournage, il faudrait prendre le temps de les rencontrer, pas faire ça en une demi-journée, en fait. Parce que la protection de l'enfance, c'est un système qui est pas facile, qui est compliqué et qu'on peut pas expliquer en un coup d'œil, en fait. Voilà. Oui, puis je pense qu'on peut pas le résumer non plus à que des états d'urgence ou des états de crise. Voilà. Aussi. Mais la télévision, c'est aussi ça. Et c'est ça qu'on retient. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas en France. Oui ou non? Alors, qui ne fonctionne pas bien. Pas bien. Voilà. Après, il y a des choses qui fonctionnent quand même. Et c'est quand même dommage aussi qu'on ne le voit pas et que ce ne soit pas mis en lumière. Même si dans le reportage, il y a un établissement qui fonctionne bien, qui est mis en lumière. Oui. Mais c'est pas ce qu'on retiendra. Mais c'est pas ce qu'on va retenir. Voilà, c'est ça. C'est pas le message qu'on veut lancer, en tout cas, dans ce reportage. Je crois que le message n'est pas celui-là. La question que ça pose, c'est parmi tous les enfants qui aujourd'hui sont pris en charge par la protection de l'enfance, qui est censé donc protéger les enfants, combien sont maltraités par cette institution qui est censée les protéger? Y aura-t-il des chiffres? Et puis à partir de quand la maltraitance commence et quand est-ce qu'elle s'arrête? C'est compliqué en fait. Vous voyez, c'est une histoire de point de vue. À la réaction de ce reportage, il y a eu forcément des gens indignés de toutes parts, mais il y a aussi eu quelques jeunes anciens de l'ASE qui ont pu écrire, notamment un qui a écrit dans le Huffington Post, pour dire que l'ASE l'avait aidé, l'avait protégé, lui avait sauvé la vie. Donc c'est compliqué, c'est une histoire de point de vue. Un enfant va se sentir arraché de sa famille, on pourrait parler d'une maltraitance,
mais d'un autre point de vue, peut-être qu'on lui a évité des maltraitances encore pires. Donc ça reste compliqué de pouvoir dire lui il est maltraité, lui il l'est pas en fait. Bon, alors quand on parle de protection de l'enfance en France aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Ça signifie, oui, je pense que ce serait bien de donner une petite explication parce que les auditeurs sont pas forcément au fait de tout ça. C'est un dispositif proposé ou imposé. On peut déjà dire ça, imposé par la justice. Je tisse avec toi, mais c'est un dispositif qui est à destination des enfants, qui sont donc vulnérables, qui ont prioritairement moins de 18 ans, par définition, et qu'il faut pouvoir protéger quand on pense qu'ils sont en danger. C'est quoi un danger? Maltraitance, négligence. Qualifié et imminent, effectivement. Maltraitance psychologique, négligence, physique. Donc grave. On part souvent aussi d'un indice, d'un indicateur en fait. Les gens viennent pas vous voir en disant il faut protéger cet enfant. Comment ça se passe la plupart du temps finalement? Oui, alors après il y a deux modalités. Moi je reviens, il y a quand même deux modalités de placement ou de confinement d'un enfant dans les services de protection de l'enfance. Il y a les mandats judiciaires, effectivement, des choses qui ont été constatées, dénoncées, qualifiées par la justice et des enfants donc, qui intégreront le système de protection. Mais il y a aussi des mandats administratifs. On en parle un petit peu moins, mais c'est aussi des familles en grande difficulté qui se tournent vers les services. Qui font une demande. Et qui font une demande. Et on ne passe pas par les juges. C'est très peu connu. C'est très peu connu. Mais il y a aussi tout un système de demande d'aide. L'AED. Oui, ou par exemple l'AED, effectivement. Alors l'AED, et pour puis tout le monde, les accueils provisoires. Assistance éducative à domicile, en fait. C'est-à-dire que la famille dit on est en difficulté, venez nous aider. Voilà. Contrairement à d'autres mesures où en fait on doit rencontrer ces familles, elles n'ont pas le choix. Voilà. Donc c'est deux modalités qui existent et qui coexistent effectivement, et on parle très peu de cette relation d'aide et de cette demande d'aide. Mais qui est peut-être aussi plus rare. Je ne sais pas si elle est vraiment plus rare. Ça fait appel à un autre dispositif, effectivement, où il y a une collaboration beaucoup plus évidente et moins contrainte. Il y a moins de contrainte. Il est intéressant de parler de ça parce que souvent on pourrait avoir l'image d'une famille maltraitante qui n'en a rien à faire et qui est toute puissante et qui fait souffrir un pauvre enfant. En fait, il y a beaucoup de familles qui très rapidement, quand on arrive à les aborder, vous feront la confidence qu'ils sont débordés, en difficulté, qu'ils n'y arrivent pas, qui peuvent même avoir peur de cette situation et qui peuvent accepter la situation de protection. Et ça, c'est un des travaux que le système de protection de l'enfance essaie de mettre en place, je pense, de manière plus efficace, c'est de collaborer avec ces familles-là, plutôt que d'être dans un dispositif où on vient symboliquement kidnapper un enfant, le protéger. Placer un enfant. C'est ça. Arbitrairement, avec l'idée que c'est parfois arbitraire. L'idée, c'est de pouvoir collaborer avec la famille, je pense. Oui, on fait trop souvent le raccourci de protection de l'enfance avec, on retire les enfants, on sépare, et puis ça s'arrête là. Enfin, voilà. Il y a multiples dispositifs. C'est large. Alors, et l'objectif quand même de la protection de l'enfance, c'est de pouvoir faire en sorte que l'enfant puisse retourner dans sa famille, que les familles puissent retrouver leurs enfants. C'est quand même le premier objectif quand les enfants nous sont confiés, c'est de se dire, voilà, on se projette déjà dans quand est-ce qu'il va... Ça dure un temps donné, mais l'objectif toujours, c'est que l'enfant puisse revenir dans sa famille naturelle. C'est de pouvoir les accompagner, travailler avec eux, malgré la contrainte qui peut être, dans le cadre judiciaire, très forte. Mais oui, on l'oublie assez souvent. En fait. Les équipes, malheureusement, l'oublient assez souvent parce qu'elles sont prises parfois dans une position de sauveur, en protégeant l'enfant, et moi parfois de venir taquiner les équipes en disant, est-ce que votre projet c'est de l'adopter l'enfant? Vous-même personnellement. Et la plupart du temps, les gens me disent, bah non. Donc je leur dis, c'est pour ça qu'il va falloir travailler avec cette famille, parce que cet enfant, il est en difficulté, peut-être qu'il provient d'un milieu où c'est difficile quand il est dedans, et donc il va falloir réunir les deux, donc il va falloir accompagner la famille aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on n'a pas cette habitude, et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, je suis en train d'écrire un ouvrage sur ce sujet-là, d'essayer d'amener les travailleurs sociaux à rencontrer plus facilement les familles, que ça devienne un réflexe, puisqu'on parle de protection de l'enfance. Par définition, on est là pour protéger l'enfant. Et donc le risque, c'est finalement de l'isoler et d'une certaine manière d'avoir le bon rôle temporairement. C'est-à-dire, je prends le rôle de parent en tant qu'éducateur et ça va mieux. C'est ça, venir en relais. Sauf que ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème. On peut pas penser que en termes de protection de l'enfance et se centrer uniquement sur l'enfant.
il faut effectivement pouvoir prendre en considération qu'il y a toute une famille, tout un système familial, et que la famille, les parents en font partie, et donc aussi pouvoir leur proposer de les accompagner. En tout cas, c'est la proposition systémique que vous faites, Maximilien Bachelard, c'est que tout le monde travaille ensemble. Oui, c'est l'intérêt de l'approche systémique, il est de dire finalement un enfant va pas bien. Bon, un enfant se comporte mal, a des troubles du comportement, a des comportements inadaptés. Il semblerait que ça ne va pas, on l'isole. L'idéologie européenne, même mondiale, souvent est de se dire il y a un problème dans la tête de l'enfant. Ça, c'est la vision très psychiatrique. Avec une cause tout de suite, on va se diriger vers ça. C'est-à-dire que si vous prenez l'enfant et qu'il commence à vous insulter, à vous dire je veux pas rester là, et donc forcément vous vous dites il a un problème, cet enfant, il ne veut pas être en lien, il pose souci. D'ailleurs, il insulte et il crache les autres, il fait du bruit. les autres dans le foyer. Bruit, en fait. Donc, voilà. Donc on a tendance intellectuellement, et c'est une idéologie qu'on a à peu près tous, à se dire quel est son problème à lui. Et donc le boulot est d'essayer de comprendre quand est-ce qu'il va bien, quand est-ce qu'il va mal. Et il y a des déclencheurs qui font que parfois ça va pas bien. Et donc quand on est dans une vision systémique, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que dans son histoire il a pu se déclencher, qu'est-ce qui fait qu'à l'école ça se passe très bien, qu'est-ce qui fait qu'à la maison ça se passe mal, qu'est-ce qui fait que dans telle situation ça ne va pas. Et donc on n'est plus en train de se demander mais quel est son problème mental, mais qu'est-ce qui fait que dans certaines situations il dysfonctionne en fait. Parce qu'on peut pas se dire, on peut pas partir du postulat, parce que le problème de la psychiatrie, c'est rapidement de stigmatiser, de dire il est schizophrène, il est bipolaire, il est dépressif, il est agressif, il est psychopathe. C'est peut-être la société qui demande ça aussi. La société ça demande rassure, ça, tiens, hop, il est bipolaire, bim, il est hyperactif, hop. Et puis on met une étiquette. Voilà. Et on met un médicament, voilà. Et donc c'est réglé. Sauf qu'on n'a rien réglé du tout, en fait. C'est un point de vue qu'on a pris et qui n'est pas assez large pour moi. On peut pas travailler là-dessus. J'ai envie de dire, si la protection de l'enfance, c'est ça, on prend les enfants, on les envoie en psychiatrie, et il n'y a plus d'éducation spécialisée, finalement. Donc c'est ça qu'on essaye de travailler la plupart du temps avec cette approche systémique auprès des équipes. C'est de leur donner la possibilité de trouver des leviers aussi de changement. Vous voyez, parce que si je vous dis c'est vous qui êtes fou, vous vous faites traiter. Sauf que si vous prenez des coups à la maison et qu'au final vous commencez à donner des coups à votre camarade, je vais pas pouvoir simplement vous donner un médicament pour vous abêtir et vous ralentir. Faire en sorte que les coups soient donnés. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas et de la violence dans la famille, forcément, nécessairement, il faudra déjà avoir le courage d'aller investiguer ça. Comment on le fait, c'est une autre histoire. Et d'accompagner ça. Ce que vous voulez dire quand même, c'est que le diagnostic qui est posé sur l'enfant n'est pas toujours le bon. Ah oui, mais alors ou est largement très insuffisant. Mais ça ne dit rien de plus que les comportements que ça montre. Véronique. En fait. C'est ça. C'est-à-dire oui. Souvent, ces enfants, c'est plutôt rassurant pour tout l'environnement d'avoir une étiquette médicale qui vient dire que le problème est là. Qui vient dire que le problème est là. Correspond à ça un médicament qui est parfois nécessaire, faut quand même pas l'oublier. Oui, oui, évidemment. Ces enfants qui manifestent beaucoup d'angoisse, beaucoup de troubles quand même, physiquement sont épuisés. Les molécules aident quand même à les stabiliser, et à les soulager. Il y a vraiment des choses qu'il faut quand même reconnaître, mais c'est pas suffisant. On sait que derrière, effectivement, il faut pouvoir travailler avec eux, travailler avec les équipes aussi qui sont au quotidien avec eux, travailler avec leur famille et essayer de comprendre comment ce symptôme-là est apparu et comment on peut juste se déplacer un petit peu pour faire en sorte que les choses changent. Parce que c'est des modalités de réponse systématiques. C'est-à-dire que soit vous travaillez au niveau du symptôme et vous essayez de le calmer, de le réguler, de l'annuler, de le supprimer. Bon, merci, mais ça s'appelle du contrôle social. Si un enfant commence à devenir violent et que vous ne posez pas l'hypothèse qu'il se passe quelque chose, vous privez d'un levier de changement qui est très très important. La question de la protection de l'enfance ou la protection de l'enfance en question, puisque le reportage d'M6 a relancé le débat, mais qui durablement installé d'ailleurs, puisque tout le monde en France dit que la protection de l'enfance ne fonctionne pas très bien, même si on ne peut pas dire qu'elle ne fonctionne pas du tout. Nous avons Véronique Roux qui est avec nous, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, et Maximilien Bachelard,
docteur en psychologie et psychothérapeute, et vous travaillez sur cette question, vous, de la protection de l'enfance, et vous voulez même faire des propositions dans un livre qui va sortir prochainement pour avoir des nouveaux outils pour que ça soit mieux pris en charge, sans vouloir réformer, en tout cas changer les choses. Moi, je suis souvent alerté, notamment sur le terrain, de personnes qui disent qu'il y a des placements et des signalements abusifs de familles pour radicalisation. Est-ce que ça, vous en entendez parler ? Notamment suite à des moments qui se mettent à porter le voile, ou il y a de nombreux signalements qui sont faits. Alors moi, pour ma part, je suis pas confrontée à ça. Non, jamais. Je dirais pas jamais. Je suis plutôt confrontée aux inquiétudes que ça provoque dans l'environnement et dans l'entourage, dans les familles, au niveau des professionnels, en se disant, bah voilà, il y a des signes, mais est-ce que on peut parler de radicalisation? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ou voilà. Par mes connaissanses, je pense aussi. Ça va dépendre des territoires dans lesquels on est aussi. Et voilà, et ça dépend aussi des territoires. 93, 94, j'ai eu plusieurs situations. En tout cas, pour ma part, c'était pas des suspicions, c'était clair et net que l'enfant était à l'aéroport et qu'il partait en Syrie ou il passait par la Turquie. Voilà, clairement. J'ai pas été confronté à la question d'un placement abusif. Après, c'est toujours compliqué, c'est comme en psychiatrie, il y aura toujours des gens pour dire qu'il y a des placements abusifs, mais on n'a pas forcément le contexte, on n'a pas forcément l'explication. Mais la plupart du temps, dans toutes les situations d'ailleurs, je vais vous dire, que j'ai pu constater, la famille était inquiète et la famille n'était pas opposante et la famille, la plupart du temps, n'avait pas vu, c'est sûr, mais collaborait à pouvoir faire en sorte que leur fils revienne, mais c'était plus souvent leur fils que leur fille d'ailleurs dans mes situations. Avec la difficulté aussi, c'est que les parents maintiennent un lien quand même, et c'est tout à fait entendable d'avoir une conversation sur WhatsApp ou par FaceTime sur le portable, et en même temps, on n'a pas accès à l'enfant aussi quand il est parti, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler de placement abusif ou alors d'une peur excessive aussi parfois ? Parce que c'est vrai que ça fait peur. Les parents sont souvent terrifiés de voir ces premiers signes qui s'installent en se disant, bah voilà, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je dois m'inquiéter maintenant ou pas? Interdire ou pas? Donc, ce qui peut aggraver aussi les situations complexes familiales, pour le coup. Alors en France, on est les spécialistes de la non-détection des abus sexuels. Pourquoi est-ce que ça fonctionne mal en France, ou est-ce que ça fonctionne trop tard? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Quels sont les messages qui ne fonctionnent, qui ne passent pas? Surtout qu'après, on se rend compte que tout le monde était plus ou moins au courant. Ou savait, ou avait entendu que... C'est un sujet qui est compliqué parce que ça demande deux choses. Ça demande une connaissance des phénomènes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir en tête les indices qui pourraient évoquer un possible abus sexuel. Ça demande donc ces compétences-là, de pouvoir mener un entretien en équipe, de pouvoir ne pas se retrouver dans la situation qui angoisse tout le monde, à savoir dénonciation abusive, retournement de situation qui arrive, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu abus sexuel d'ailleurs. Mais il faut pouvoir gérer et anticiper ça. La deuxième chose que ça va impliquer, c'est le bien-être, enfin le bien-être ou le mal-être de l'éducateur ou du psychologue qui va mener l'investigation. Parce que personne n'a envie d'entendre parler d'un abus sexuel, et encore moins d'un enfant. Ça met mal à l'aise tout le monde, et en protection de l'enfance, y compris. Y compris les professionnels qui sont quand même là pour ça, c'est ça. Y compris brigade des mineurs qui se renvoient la balle avec la protection de l'enfance, où moi je suis très souvent confronté à des équipes qui finalement sont mal à l'aise par rapport à ça, ne savent pas aborder ça, sont inquiétés par rapport à cela. Oh, mais que ça mette mal à l'aise les familles, ça peut se comprendre, mais que ça mette mal à l'aise des professionnels, c'est plus discutable, puisque c'est quand même leur boulot. Ça reste un sujet tabou parce que ce sont des êtres humains, et puis ça demande une formation aussi. Parce que plus vous êtes en capacité de pouvoir les reconnaître, plus vous pouvez vous approprier ça, en fait. Et il y a un phénomène assez naturel qui est de ne pas faire attention à ce qui est dit. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Quand tu as un enfant... C'est aussi compliqué d'entendre l'indicible ou ce qu'on ne veut pas entendre. C'est quand même très particulier quand, pour les professionnels qui accompagnent des enfants, parfois pendant plusieurs années, au moment d'une révélation, ils sont toujours surpris. Et j'ai envie de dire humainement.
on entend des choses difficiles, des choses compliquées. Quelque chose d'impensable. Voilà, d'impensable et qui vient heurter aussi la sensibilité du professionnel dans ce qu'il est de humain. Un enfant qui vient révéler des abus sexuels après tant d'années de travail ensemble, d'accompagnement, il y a le professionnel qui prendra la responsabilité du recueil des informations et qui le fera. Mais il y a aussi l'être humain qui entend ce petit bouchon, par exemple, en face, raconter des choses. J'ai envie de dire, le professionnel ne peut pas s'habituer à entendre. Et c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça, c'est assez riche, qu'on ne puisse jamais s'habituer à entendre des choses comme ça. Il n'y a pas de banalisation, finalement Non. Non, et je pense que ce serait un danger, justement, de se dire, bon, bah voilà, c'est... Alors, la question, c'est de savoir comment faire pour qu'on puisse mieux détecter ces enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Et qu'est-ce qu'il faudrait... Former les gens, point. Il n'y a qu'à former les gens, en fait. Il y a quelques formations un peu partout, etc. Mais pour moi, s'il devait y avoir une mesure à prendre, c'est que tous les travailleurs sociaux de toutes les institutions de protection de l'enfance en France aient une formation de 1, 2, 3, 4 journées maximum, et il n'y a pas besoin de plus, pour pouvoir reconnaître tous les indices, tous les signes qui pourraient évoquer ça. Et comment avoir une explication sur comment les abus sexuels, par exemple, peuvent arriver dans la famille ou à l'extérieur de la famille, pour pouvoir être au clair sur les indices qui nous alertent. Un enfant qui va vous dire qu'il a des problèmes de sommeil et qui vous dit nonchalamment au cours d'une conversation qu'il ne veut pas dormir avec papy, ça ne veut pas dire qu'il y a un abus sexuel. Mais ça doit alerter le professionnel qui, à ce moment-là, doit avoir la curiosité de poser des questions sensiblement et d'arriver à comprendre si il y a juste un problème avec papy normal ou si en fait l'enfant évite. Parce que l'enfant ne vient pas vous révéler ça comme ça. La plupart du temps, l'enfant ne vient pas vous voir en disant je suis victime d'abus sexuels de la part de mon grand-père. C'est beaucoup plus lent. Oui, bien sûr. Il envoie des signaux. Je vais vous dire clairement comment ça a été pour moi. Quand vous n'êtes pas formé, vous ne les entendez pas. Quand vous êtes formé, il y a des clignotants qui s'allument et vous êtes à même de poser la question. Et vous vous dites même comment ça se fait que personne n'a relancé ce que vient de dire l'enfant face à nous. Donc quand un enfant dit moi j'ai pas envie de dormir avec papy et puis qui pleure et qui veut pas y aller, le réflexe c'est de poser 2-3 questions pour essayer d'aller tâter le terrain et voir qu'est-ce qui se passe derrière. Et beaucoup de professionnels ne font pas gaffe à ce moment-là. C'est pas qu'ils ont une intention malveillante, c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas voir et que ça ne les intéresse pas, mais c'est-à-dire qu'ils doivent être au fait que certains signes nous alertent. Que ce soit... comment vous dire ? Il faut pouvoir aussi faire attention parce que les gens se défendent de vouloir accuser rapidement quelqu'un. Vous voyez ? Et se défendent de vouloir trouver la vérité. Et souvent, on me dit on n'est pas formé pour ça, et puis c'est ce que dit l'enfant. Tout ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est la parole de l'enfant et comment je peux l'accompagner. Dans le documentaire d'M6, pour ceux qui l'ont vu, il y a une parole très malheureuse d'un directeur d'établissement qui dit « La parole de l'enfant, est-ce que vous y croyez ?» Ça, c'est choquant. C'est toujours au centre. En tout cas, cette question de la parole de l'enfant, moi, je veux dire, depuis beaucoup d'affaires qu'on a vues quand même. Entre l'affaire Outreau et la parole de l'enfant. C'est-à-dire que soit vous l'entendez, vous prenez tout pour parole d'évangile et vous ne soupesez pas les choses, soit vous ne l'écoutez pas. Et bien évidemment, il va falloir trouver un entre-deux où la personne est suffisamment au clair sur ce phénomène pour proprement élaguer le terrain et ne pas trop influencer l'enfant. Évidemment, parce que parfois on a l'hypothèse et il serait malheureux de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit en fait. Donc ça demande un peu de pratique sur le terrain. Oui, et d'induire chez l'enfant une réponse qu'on aimerait entendre. Donc ça, si la réponse est suggérée... Ah oui, mais c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. Après, moi je pars du principe, je pars effectivement du principe que un enfant qui a été abusé sexuellement finit toujours par le dire d'une manière ou d'une autre. Après, c'est la capacité de l'adulte à pouvoir décoder et à pouvoir entendre la parole de l'enfant. On n'est pas tout à fait sur le même registre, méthode de communication. Attendez, parce que là, vous êtes en train de dire il va pouvoir le dire, mais sans dire ce qui se passe. Il va l'exprimer d'une autre façon. Mais... Exactement. Il va communiquer d'une autre manière. Et les formations aujourd'hui peuvent permettre à l'adulte de se remettre sur à peu près le même niveau, ou en tout cas avoir ces détecteurs, ces signaux qui s'allument, et pouvoir accompagner la parole de l'enfant et la recueillir d'une façon qui restera la plus proche de ce que l'enfant peut dire. Là, on parle des professionnels, mais pour les parents qui nous écoutent, à chaque fois, on a l'impression que les parents, ils tombent
des nus, alors que peut-être qu'il y avait des indices qu'ils auraient pu décoder en tant que parents, puisque c'est quand même eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Et oui, ça c'est vrai que c'est très très compliqué pour un parent de s'en... On est impliqué émotionnellement, puis c'est compliqué en même temps. Vous voyez, c'est le boulot qu'on a en tant que superviseur, c'est que pour nous, on observe... Alors, superviseur, pour tout le monde... Une supervision, en fait, c'est un professionnel qui vient épauler une équipe pour l'aider à réfléchir sur des situations dans lesquelles elle bloque. Rôle. Voilà. Et évidemment, pour un superviseur, c'est plus facile puisqu'il n'est pas en contact avec le jeune, il n'est pas pris dans un quotidien compliqué. Et donc, il va entendre, puis il va dire, moi, ça m'évoque fortement possiblement un abus sexuel. Et les gens tombent un peu dénus, c'est tout à fait normal, parce qu'ils ont le nez dans le guidon d'une certaine manière, et qu'indirectement, ils sont pris dans la protection que l'enfant met en place, puisque l'enfant vient nous faire entendre plus ou moins à demi-mot ce qui pourrait peut-être se passer, donc il va falloir aller chercher plus loin, et en même temps, il protège sa famille et puis sa peau, parce que, évidemment, aucun enfant ne va pouvoir facilement dire qu'il a été abusé sexuellement par son enseignant qui revoit lundi, ou par son père, par son oncle, ou par qui vous voulez. Donc, c'est très délicat, puisqu'à la fois on vous montre, et en même temps on cache. Vous comprenez ça ? Et ça, ça demande une certaine finesse aussi. Oui, sans compter que parfois, souvent, quand ils sont très jeunes, ils ne comprennent pas si c'est bien, si c'est mal, ce qui leur arrive ou pas, et si... Voilà. Avec ce que peut comporter l'abus sexuel, de jeux malsains que l'adulte peut mettre en place, qui va faire que l'enfant peut se sentir coupable. Ou l'enfant peut avoir été pris dans des menaces, notamment. C'est ça. Donc, vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Certainement pas, surtout pas... Donc, il faut être au clair sur ça quand on est professionnel. Il est interdit de dire, donc il va le manifester d'une autre manière. Et quand on est parent, les enfants ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. Enfin, voilà, je pense qu'autrement on le saurait et on se filerait le mode d'emploi. Donc, voilà. Quand on est parent, non. Mais quand on est professionnel, on a le mode d'emploi. Ou pas. Et ça c'est peut-être difficile d'entendre que le mode d'emploi, il n'est pas toujours complet, malheureusement. C'est ça. On peut avoir des pistes, en tout cas, ou de mode d'emploi ou d'utilisation, mais je ne suis pas certaine que les professionnels aussi, tout ce que nous sommes, on puisse vraiment dire qu'on a le mode d'emploi et qu'on sait faire. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que c'est un boulot aussi qui fait intervenir beaucoup d'émotions. C'est à la fois une force pour pouvoir se mettre en lien, mais en même temps, c'est quelque chose de compliqué, puisque quand vous rencontrez une famille, il faut se mettre à la place de ses éducateurs, par exemple. Vous rencontrez une famille avec laquelle vous n'êtes pas trop à l'aise, leur enfant est assez désagréable et il ne va pas bien, vous suspectez quelque chose, est-ce que vous êtes prêt à lâcher cette bombe qui serait l'hypothèse qu'il y a un abus sexuel auprès d'un des parents que vous voyez. Je veux dire, c'est une responsabilité qui est difficile, qui est lourde, et si vous vous sentez pas bien solide, avec une équipe bien solide, avec des repères bien clairs, vous allez quand même pas vous lancer dans un boulot qui va peut-être faire encore plus de mal que de bien. Donc ça, il faut l'entendre. Voilà, la protection de l'enfance en question avec nos invités aujourd'hui, Véronique Roux, qui est psychologue et psychothérapeute, et puis Maximilien Bachelard, qui est avec nous, qui travaille justement sur la question de la protection de l'enfance et sur comment on pourrait changer les choses dans un livre qui va paraître prochainement. En tout cas, ce sont vos propositions. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un écrit à destination des hommes politiques et des femmes politiques pour faire des propositions au niveau juridique, mais c'est d'essayer de donner des outils, une matière à réfléchir pour les équipes, pour qu'elles puissent appréhender ces phénomènes d'une autre manière, en fait. Puisque, de manière redondante, il y a une insatisfaction aussi générale des professionnels. Mécaniquement, ils sont en sous-nombre, etc. Et puis, ils ont l'impression de ne pas toujours avoir les moyens. Donc, l'idée, c'est de leur redonner les moyens de pouvoir mieux comprendre les phénomènes qu'ils ont face à eux, pour pouvoir faire une différence, en fait. Ça attaque beaucoup les équipes. C'est très compliqué, ce métier-là. Forcément, ça vient vous tirer vers le bas, c'est difficile, vous avez du mal à comprendre. Donc, il faut pouvoir sortir de cette morosité et trouver une créativité pour aller vers ça. Enfin, quand on a un reportage comme le reportage d'M6 qui a été diffusé, ça a quand même interrogé, j'imagine, l'ensemble des personnes qui travaillent dans la protection de l'enfance. On voit quand même des vrais dysfonctionnements, des équipes qui sont fatiguées déjà. Exactement. Des réseaux de prostitution, enfin des trucs... ça, dramatique. Mais ça, vous l'apprenez par la télévision ou vous savez que ça existe ? Est-ce qu'on dit la vérité ou pas ?
mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde découvre un truc que. Déjà, ça commence à mettre du sens sur pourquoi les gens gueulent aussi fort par rapport à la protection de l'enfance. Je pense que les gens peuvent comprendre aussi la colère de beaucoup de professionnels qui invectivent les politiques. D'un seul coup, on peut imaginer que c'est des secrets de polichinelle quand même. Je sais pas. Véronique. Oui. Ouais. Après, ça veut pas dire que c'est comme ça partout. Hein, oui, voilà, on peut pas. Heureusement. Oui. Heureusement que c'est pas comme ça partout. Et c'est aussi moi ce qui me fait réagir aujourd'hui, c'est que oui, on peut pas quand même se voiler la face et dire que ce reportage ne montre que des choses qui n'existent pas et que c'est de la pure fiction. Enfin, je crois que ce serait quand même pas très clair. Mais il n'y a pas que ça. Et aussi, c'est comment on en arrive à ça aujourd'hui. Parce qu'on voit des dysfonctionnements, on les constate très bien, mais on voit aussi des équipes épuisées, on voit aussi des jeunes fatigués, on voit aussi tout un système qui, à mon sens, n'arrive pas à communiquer aussi entre eux. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est chacun expert dans son domaine et que malheureusement, parfois, il y a une déperdition de communication ou de lien pour faire fonctionner aussi correctement cette machine. Après, quand ça fonctionne, on a des histoires qui sont quand même tout à fait belles. Fabuleuses. Voilà. Ouais, et si je suis restée aussi longtemps en protection de l'enfance, c'est aussi pour ça. Parce qu'il y a quand même tout cet espoir qu'il faut voir là, tous ces professionnels qui sont extrêmement motivés, mais qui sont fatigués, usés. Mais fatigués par quoi ? Par les manques aussi qu'il y a. Par les un manque d'argent, c'est quoi ? Voilà, matériel, des idées. Alors, ils ont beaucoup d'idées. Moi, je vois des équipes qui ont quand même beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées, et qui sont un peu fraudées. Freiné, merci. Voilà. Je vais y arriver. Par toutes ces démarches administratives, par le peu de moyens qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des priorités à mettre dans ces services. C'est à différents niveaux, en fait. On aurait presque pu faire un Nice, mais parfois, mécaniquement, quand vous regardez le reportage, soit vous êtes un éducateur avec 20 enfants tout seul. Donc, c'est pas possible. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit dans le reportage. En minorité, dans certaines de mes équipes, que je supervise, on va me dire, mais écoutez, monsieur, ce que vous faites, c'est intéressant, mais moi, malheureusement, je n'ai pas du tout le temps matériel de pouvoir approfondir une situation. Et c'est vrai. Donc là, à ce moment-là, bien évidemment, on se transforme en gardien de prison ou en pion de collège, et on peut pas approfondir. On peut plus être dans une relation éducative qui pourrait faire une différence. Oui, et on peut avoir des éducateurs qui en viennent à dire, moi, mon métier, c'est d'être éducateur, et finalement, ça représente pas énormément de mon temps parce que je suis pris sur autre chose, des obligations pour faire autre chose, qui sont extrêmement frustrés et qui se disent, on n'a pas signé pour ça, finalement. Il y a les difficultés autour, on pourrait les citer, mais bon, par exemple, quand un jeune passé 18 ans, on peut prolonger une aide parce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Quand l'aide sociale à l'enfance ne signe pas le contrat, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a des réunions, parce que l'inspectrice, elle n'a pas fait le papier, vous faites quoi du jeune ? Parfois, il se retrouve à la rue. C'est tout. Ouais. Et donc, à ce moment-là, vous l'hébergez chez vous, ou vous lui dites bon courage, quoi. Et donc, quand vous êtes face à ça, vous vous dites que le système dans lequel vous êtes ou avec lequel vous bossez vient saper le boulot, en fait. Et donc, forcément, on peut imaginer une colère, une difficulté à bosser, à retrouver de l'élan le lendemain. Ça, c'est une évidence, quoi. Et puis après, moi, je contrebalancerai justement pour donner les images positives. C'est que quand on a ces jeunes qui sont placés depuis très longtemps, effectivement, qui ont des projets qui se tiennent, et vraiment cette motivation des familles d'accueil qui les ont bien encadrés, accompagnés, des équipes qui arrivent à tenir, parce qu'il y a aussi tout ce changement dans les équipes qui c'est pas facile aussi. Il y a beaucoup de turnover, donc c'est pas évident pour les jeunes d'avoir cette continuité aussi, mais quand ça fonctionne et qu'ils obtiennent ces contrats jeunes majeurs, voilà, il y a des beaux accompagnements de sortie de dispositifs. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité ou une des priorités de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection de l'enfance, ce serait aussi de prendre soin des sorties de dispositifs. Oui, parce que ça, c'est quand même quelque chose. Vous dites au revoir à une famille qui vous a épaulé. On parle beaucoup de la théorie de l'attachement, par exemple. Dans ces services, la continuité, on sait que c'est compliqué. Le lien avec quelqu'un va permettre de vous sécuriser, c'est ça ?
ça que ça veut Ouais, dire. moi, j'ai envie qu'on s'intéresse un petit peu à ce que moi j'appellerais la théorie du détachement. C'est comment on fait aussi pour accompagner ces jeunes à se séparer, parce qu'ils ont déjà été séparés une première fois. On parle d'arrachement aussi parfois, vous voyez. Tu peux parler des familles d'accueil également. Et puis les familles d'accueil. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec les familles d'accueil et leur implication personnelle, professionnelle, familiale, puisque c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Et ça marche du tonnerre parfois. Ça marche du tonnerre des fois. Et justement, parce que... Après, c'est vrai que, pareil, il y a le pendant, il y a des assistantes familiales voilà, qui sont extrêmement maladroites, voire certaines maltraitantes. Ça existe, on ne peut pas quand même... on a des témoignages et il y en a des formidables. Voilà. Voilà. Donc, il faut quand sur même les familles d'accueil, tiens, par contre, il y aurait une pénurie de familles d'accueil actuellement en France ou pas? Une pénurie, je ne sais pas, en tout mais cas, en tout cas, un manque de familles d'accueil. Peut-être un manque de familles d'accueil, et puis peut-être aussi cette méconnaissance de ce que c'est que ce travail-là. C'est du boulot, hein, c'est pas simplement un accueil d'un enfant. Hein. Voilà, c'est un enfant. C'est un boulot. Déjà, c'est un boulot et vous n'avez pas tous les éléments, vous n'êtes ni psy ni éducateur. Donc vous recevez un enfant et puis vous voyez des comportements compliqués. Et je rajoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais donc c'est dans un quotidien. C'est chez vous, Philippe. Vous recevez cet enfant pour un temps indéterminé. Vous êtes avec votre femme et vos enfants à vous, et votre chien et votre boulot, et c'est H24. Et donc, on peut imaginer que si l'enfant a eu des grandes difficultés dans son histoire, eh bien, ça risque d'être un peu rock'n'roll chez vous. Donc, se posera la question de est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous pouvez être épaulé? Est-ce qu'on va vous donner les moyens? Etc. Quoi. C'est pas rien comme boulot. Maison, vous partagez votre intimité du quotidien quand vous êtes assistant familiaux. Voilà, on n'a pas la protection du professionnel qui rentre chez lui, qui d'une certaine manière est quand même légèrement protégé. Il n'y a pas de coupure. Il y a des horaires de bureau et là il n'y a pas d'horaire de bureau. Vous partez en vacances. Si ça n'a pas été pensé que l'enfant ira à un autre endroit, vous partez en vacances avec un enfant. Alors ça, c'est transfert. Eh oui. Voilà, on appelle ça du transfert. C'est pas des vacances, c'est-à-dire que c'est les vacances de la famille d'accueil et en même temps. Elles peuvent partir. Alors, je dis elles parce que souvent ce sont des femmes qui exercent ce métier, quoique il y a plus en plus d'hommes. Voilà. Donc elles vont partir sur des lieux de vacances, mais sont en situation de travail puisqu'elles sont avec les enfants. Eh oui. Donc sollicitables. À n'importe quelle heure, C'est comme une astreinte. Vous arrivez à Perpignan, s'il faut revenir pour une urgence, au bout de 3 jours, et on vous appelle pour une audience demain matin. Et vous êtes avec vos 3 enfants, votre mère, votre oncle, votre tante, vos amis, et vous repartez. Mais elles ont droit à des congés payés. Aussi. C'est un boulot, hein. D'avoir cette rupture-là et d'avoir des vrais congés sans les enfants. Quels sont, Maximilien Bachelard, les enjeux de la protection de l'enfance en France aujourd'hui ? Alors, ça reste vague comme question. De quoi on pourrait parler? Du fait de faire peut-être une différence. Aujourd'hui, quand on sait que quelque chose ne fonctionne pas ou fonctionne mal et doit se réformer, vous avez dit par exemple tout à l'heure qu'il faudrait apprendre à mieux travailler avec les familles. Ça, c'est une évidence. La formation par rapport aux abus sexuels, ça, c'est un autre élément. Non, mais ça, c'est un gros morceau de pouvoir bosser avec les familles, hein, parce que c'est quelque chose qui n'est déjà, la plupart du temps, pas vraiment fait. Donc déjà, si tout le monde faisait ça, on n'en serait plus du tout là. Il y a des éléments qui ont été relevés aussi dans la presse et avec lesquels je suis tout à fait d'accord, notamment la question des familles d'accueil. Parfois, c'est très rare, une famille d'accueil peut être maltraitante, elle change de département, elle continue à bosser. Donc ça... Il faudra un fichier, donc. Mais attendez, c'est comme une évidence, quoi. Je veux dire, vous faites un fichier avec des gens qui bossent et quand vous savez que quelqu'un a eu des comportements compliqués, première chose, c'est de ne pas couper son contrat de travail violemment. C'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, j'en entends des situations aussi où il y a suspicion de maltraitance par la famille d'accueil et du jour au lendemain, on récupère les enfants. La famille d'accueil n'a plus d'argent, n'a plus d'enfants. Les enfants ont dénoncé une situation, voire c'est pas vrai du tout. Donc il faut pouvoir accompagner tout ça. Il faut renforcer ces dispositifs d'accompagnement parce que vous imaginez bien que la famille d'accueil est toute seule par rapport à tout ça. Donc ça, c'est aussi un élément à bosser. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre comme enjeu ? Comme max d'amélioration, comme proposition. Moi, j'ai une forme de découragement parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été proposées, en fait. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Mais proposer est fait ou proposer est juste proposer ? Ah oui, mais c'est ça, ouais.
C'est de pouvoir mettre en application, d'autant que l'aide sociale à l'enfance bénéficie de sommes qui sont convenables apparemment et qui sont sans cesse, il me semble, augmentées. Donc c'est pas forcément une question financière non plus. C'est pas complètement une question financière. Non, c'est pas complètement. Parce qu'il y a de l'argent dans la protection de l'enfance. Il y en a quand même, mais ça dépend pourquoi. Parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a pas assez. La redistribution m'a toujours interrogé. Oui, ça. C'est interroge-moi, Véronique. Non, ça me laisse un peu plus perplexe pour le coup de savoir effectivement exactement comment. L'aide sociale à l'enfance, par exemple, c'est le département. Oui. Oui. Hein? Oui. Exactement. C'est un peu comme comment les enveloppes sont redistribuées en fonction effectivement des besoins ou. Ça peut être des grandes interrogations qu'on peut avoir, mais la réalité, c'est que les départements sont quand même inquiets et ont cette préoccupation de pouvoir allouer une enveloppe qui est conséquente sur leur budget. Au final, un reportage comme celui de Zone Interdite, ça a des répercussions ou pas du tout? Ou juste ça inquiète un ministère une semaine et puis après on fait de la com et puis on passe à autre chose? J'espère que ça va les inquiéter un petit peu plus quand même qu'une semaine. Après... La question, c'est est-ce que... Bon, ça avait commencé à les inquiéter avant, puisque ça avait fuité avant. Ça avait fuité avant, oui, ça c'est vrai. Évidemment, mais la question, c'est est-ce que structurellement, c'est toujours la même question en France, est-ce que structurellement, on est prêt à modifier des choses une bonne fois pour toutes, quoi. Tout simplement, quoi. Et c'est aussi comment s'y prendre pour faire en sorte que ça tombe pas justement dans les oubliettes, et puis que dans un an, on refasse ce même genre de choses, qui est à nouveau... Les plaintes sont lancinantes chaque année. On le voit dans la protection de l'enfance, on le voit dans les maisons de retraite, évidemment. On le voit dans beaucoup c'est pas typique de la protection de l'enfance. Si on devait faire le constat de la pédopsychiatrie en France, on ferait le même. C'est la même chose, la psychiatrie c'est la même chose. Vous savez que tous les chefs de service de plein d'hôpitaux, là il y en a des centaines qui sont en démission dans toute la France. Il y a plusieurs hôpitaux où c'est terminé, les médecins ont démissionné. Donc ça prouve bien que malgré les demandes, il y a quelque chose. C'est-à-dire je demande quelque chose et je reçois pas ce que je demande en fait. Voilà, après c'est comment on peut faire en sorte que ce soit pas le système de vase communicant non plus, parce que en protection de l'enfance, on voit des enfants qui sont de plus en plus malades psychiatriques qui auraient besoin d'être pris en charge par des services spécialisés, mais pour le coup les services spécialisés ne peuvent pas forcément répondre en temps et en heure, donc du coup il faut bien trouver des lieux, donc voilà, il y a quand même toute cette bonne volonté de vouloir bien faire et de vouloir protéger ces enfants qui doivent être protégés, et après comment on peut faire. Merci Véronique Roux, merci Maximilien Bachelard. Vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net, les podcasts. Vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Passez une bonne journée et à demain.